Un dernier mot tout de même sur Greta Thunberg. Philippe Muret, que vous connaissiez bien, parlait souvent de l'infantilisation des sociétés et de l'espèce humaine. Est-ce que tout de même, c'est pas un symptôme de ça quand on voit des adultes écouter avec ravissement une gamine de 16 ans? Alors, le message est plus compliqué. C'est que les vrais adultes sont les enfants. Ah oui, bah oui. C'est ça, là, l'infantilisation. Bonjour Marcel Gauchet. Bonjour. Bienvenue dans l'Esprit de l'escalier. Je le rappelle tout de même, vous êtes philosophe, historien, auteur entre autres de L'invention de la démocratie et vous dirigez avec Pierre Nora et Christophe Pomian l'excellente revue Le Débat. Commençons par l'actualité du jour, la réception de Greta Thunberg à l'Assemblée nationale. Alors, pas dans l'hémicycle, hein, rassurons-nous, mais elle est... Dommage. Oui, Quel dommage. Quel dommage. Oui, ça aurait été une belle image, hein, vraiment. Mais finalement, ce qui m'a le plus étonné, c'est que cela suscite tout de même quelques protestations, alors venues de mauvais coucheurs de droite, certes, mais qui ont été assez audibles. Alors, on a parlé de prophétesse en culotte courte, de gourou apocalyptique, de prix Nobel de la peur, et pour d'autres, évidemment, c'est un lanceur d'alerte qu'il faut écouter. Alors, quel est votre sentiment sur cette jeune fille? Rien de tout ça. Ce qui me semble très significatif et très intéressant, c'est qu'on a affaire à une campagne d'opinion très bien construite sur l'image d'une personne invulnérable, à la fois autiste, juvénile, femme. Toutes les cases sont cochées, donc on ne peut rien dire sans passer pour un atroce anti-humain, disons carrément le mot, et dont la parole fait une autorité souveraine. Il y a de l'avenir pour la politique là-dedans. Je pense que notre prochain président de la République pourrait ne pas avoir l'âge de l'éligibilité, mais forcer la barrière quand même. Parce que dès lors qu'on veut se faire entendre de tout ce qui est légitime dans l'univers médiatico-démocratique où nous sommes, probablement avons-nous là un poisson pilote du futur. Oui, alors justement, non mais qu'est-ce que ça vous inspire, cette fascination, notamment sur la question du climat, mais pas seulement, pour la parole des enfants, les enfants qui représentent effectivement le futur de l'humanité, ce sont de futurs adultes, ça c'est tout à fait indéniable. Mais au même moment d'ailleurs, l'Assemblée a voté une loi qu'on appelle une loi anti-fessée, mais qui réprime non seulement les châtiments corporels, mais qui réprime toute contrainte éducative en quelque sorte. Donc on encourage les jeunes plutôt à pourrir la vie de leurs parents sur les questions écologiques. Qu'est-ce que ça nous dit de nous? Pas grand-chose, parce que c'est un cas tout de même très exceptionnel. Je n'ai pas encore vu de recueil de pensées profondes des ados du coin faisant autorité dans les programmes scolaires, par exemple. Donc, c'est assez exceptionnel. Je ne crois pas que ça dit quelque chose, sinon une chose très simple. La cause écologique, c'est la question la plus compliquée qui soit. Et l'avantage de la parole des enfants, c'est qu'ils la présentent sur un mode simple. Et c'est imparable. Donc, du point de vue de la communication, on a gagné. Puisque vous pouvez faire entrer dans la tête des gens des idées simplistes à propos du problème le plus compliqué qui soit. Alors, on va y venir, mais tout de même, si vous voulez, sur cette question de l'écologie, vous me dites que le cas de Greta Thunberg est exceptionnel, mais sur cette question de l'écologie, il y a des millions de petits Greta Thunberg. Moi, je vois des enfants, vous avez, je crois, un petit-fils, je ne sais pas s'il est endoctriné comme le sont les enfants aujourd'hui, mais ils sont invités à rééduquer leurs parents. L'école a joué un rôle extrêmement important parce que, disons, depuis une trentaine d'années, l'instruction civique a été remplacée par l'instruction écologique, qui est devenue la forme acceptable
de l'obligation envers la collectivité, D'accord, c'est la qui est le grand problème de la pédagogie aujourd'hui en matière sociale, civique. Parler de la patrie, de l'impôt, des institutions, c'est assez ingrat dans le contexte où on est, alors qu'avec le tri sélectif, Oui. vous avez un objet familier et incontestable auprès duquel, faisant appel en plus à des ressorts émotionnels, faciles à comprendre, à commencer effectivement par la projection dans l'avenir de petits qui vont devenir grands, qui passent très bien. Donc je pense qu'on paye, on a en tout cas le résultat d'un endoctrinement solidement conduit depuis maintenant une génération par les institutions scolaires. Et alors, dans la jeunesse, on trouve d'ailleurs on peut trouver une certaine diversité politique, pas énorme, mais tout de même un petit peu. Mais alors sur ce sujet, il me semble que c'est tout à fait massif. L'idée qu'il faudrait sauver la planète, que la planète est menacée de mort. Alors est-ce qu'ils ont raison de donner l'alarme? Oui, en termes objectifs, il y a vraiment lieu de sonner l'alarme. Mais sonner l'alarme sans se donner les moyens pratiques de quoi que ce soit, hors de proclamation sur la radicalité du changement nécessaire qu'on ait bien entendu décidé à ne pas mener pour son propre compte, ça coûte pas cher. Et dans votre article d'ailleurs sur les Gilets jaunes, vous parliez, je crois, de pièges écologiques. Et vous disiez, j'essaye de retrouver votre propos, mais vous disiez que pour les gouvernants c'était un piège parce que d'un côté il y avait un espèce de consensus massif et donc il leur fallait tambouriner toute la journée que eux aussi voulaient sauver la planète, mais que du coup ils étaient immédiatement exposés à la découverte du fait qu'ils faisaient assez peu. Et ils peuvent assez peu faire s'ils veulent rester dans leur position d'élus. C'est bien là le sujet. La cause écologique va être la machine à broyer tous les gouvernements démocratiques dans la période qui vient. On peut l'augurer sans beaucoup se tromper, parce que l'écart va être sur ce terrain béant à tous les moments entre la solennité des annonces et la minceur des mesures effectivement prises. D'ores et déjà, par exemple, on voit bien que le cri d'alarme est lancé à l'intérieur du monde politique. Bien entendu, on ne touche pas à l'objectif de croissance. Ah bon? Alors, avec la croissance de la population, la croissance de l'énergie nécessaire, on fait comment? Il y a un hiatus terrible qui met... le personnel politique se met dans une ratière où il ne peut sortir qu'en charpie. Oui, et un autre exemple d'ailleurs, ils demandent ils ont toujours cet objectif de croissance et ils ont un objectif aussi qui ne se dément pas, qui est toujours plus de touristes. Essayons d'atteindre les 100 millions et après les 100 millions, on visera les 150 bien sûr. Et on va privatiser l'aéroport de Paris pour avoir plus d'avions et plus de kérosène à dépenser, etc., etc. On peut prendre quelques sujets que ce soit. On va remplacer le parc automobile par des voitures électriques, mais on les construit comment? Ça va faire de la croissance, c'est ça l'argument qu'on nous sert, et ainsi de suite. Donc, on est dans une équation fatale. Il y a une telle distance entre les mesures praticables, qui d'ailleurs peuvent être tout à fait saines, et la réalité des problèmes à l'échelle massive, sans parler d'un détail. De toutes les façons, imaginons que les Européens demain deviennent écologiquement vertueux, ce qu'ils ne sont pas prêts de faire de tous les cas. Mais imaginons qu'ils y arrivent. Leur conduite ne changerait rien à l'état de la planète. Donc comment on fait pour convaincre le reste de la planète d'entrer dans la logique occidentale? Donc ça veut dire en plus qu'à un moment donné, on aura une démagogie inévitable, consistant à dire alors vous nous imposez des sacrifices à nos populations, les autres s'en contrefichent, et qu'est-ce qui se passe? Rien. Donc c'est une terrible situation politique à gérer. Non mais donc ce que vous êtes en train de me dire est tout de même très inquiétant. Vous me dites qu'il y a un problème, ce que nous voyons tous, il y a un problème réel, et dans le fond, en régime démocratique, on ne pourra jamais le régler. Il faudrait en quelque sorte une dictature mondiale. Donc pour prendre les mesures qui vraiment sont nécessaires, si je vous comprends bien. J'en ai peur. Ce qui fait que là, nous sommes dans un défilé assez redoutable où on comprend que
on préfère mettre en avant de sympathiques porte-parole qui ne tirent pas à conséquence que de s'attaquer pour de bon aux questions, à commencer par la première question que personne ne peut ignorer, qui est à la source du problème écologique, qui est la dynamique démographique de la planète. Oui. Comment imaginer une augmentation de la population qui se traduirait par une restriction des consommations de tous ordres qui crée le problème écologique? Donc on est devant un moment probablement très délicat à gérer et dont les systèmes démocratiques vont avoir une peine terrible. Et vous pensez que ça passera par une suspension de la démocratie? Je suis incapable d'imaginer la façon dont les choses se passent, puisqu'on aura de toutes les manières une interaction entre des catastrophes prévisibles, même dont l'échéance nous est totalement inconnue, mais qui peuvent être demain, après-demain, et qui pousseront, elles, à une réaction violente des populations, éventuellement autoritaire, et puis, d'autre part, un enracinement des valeurs démocratiques, au moins dans le monde occidental, qui est très profond. Donc, comment, dans ce scénario, se débrouiller? Là, on voit bien qu'il y a une inconnue totale. Parce qu'on va aussi se trouver face à nos propres contradictions, je veux dire pas seulement celles des gouvernants, celles des peuples. Bah, bien sûr. Puisque, bien sûr, tout le monde souscrit à cette belle cause, nous sommes tous d'accord, mais je ne suis pas sûr d'être d'accord pour immédiatement renoncer à mes mouchoirs en papier, par exemple. Et voilà. Non, mais parce qu'une militante, hier, à qui j'en proposais un, m'a dit « Ah non, je n'utilise pas de mouchoirs en papier ». Ce qui est honorable. Hein. Tout à fait. Donc, la liste est très longue. Oui, la liste est très longue. Non, mais est-ce que vraiment il faut un changement de civilisation? Et probablement. Oui, il y aura quelque chose comme un changement de civilisation. Bon. Mais il faut dire qu'au-delà de cette perspective, les moyens d'y parvenir sont parfaitement obscurs. Eh bien, voilà qui est encourageant. Un dernier mot tout de même sur Greta Thunberg. Philippe Muret, que vous connaissiez bien, parlait souvent de l'infantilisation des sociétés et de l'espèce humaine. Est-ce que tout de même, ce n'est pas un symptôme de ça quand on voit des adultes écouter avec ravissement une gamine de 16 ans? Alors, le message est plus compliqué. C'est que les vrais adultes sont les enfants. Ah oui, bah oui. C'est ça, là, l'infantilisation. Ça joue dans les deux sens. L'accroissement des deux courbes va être intéressant à suivre. Oui, d'autant plus que, bien sûr, ça va se répercuter dans le domaine de l'éducation. On va continuer à nous dire que ce sont les enfants qui doivent éduquer leurs parents. Et leurs professeurs. Et leurs professeurs. Je sens que vous allez regretter d'avoir quitté l'université, cher Marc. Mais j'aurais beaucoup appris. C'est vrai. Alors, passons à une autre affaire qui a un peu animé notre été. L'an dernier, nous avions eu l'affaire Benalla. Cette année, nous avons eu, c'est moins drôle, c'est moins massif. Ah, c'est selon. Mais bon, nous avons ça eu va plus loin. L'affaire de Rugy qui réveille évidemment le serpent de mer de ce qu'on appelle, de ce mot qui me fait toujours un peu rire, je l'avoue, la moralisation de la vie politique, qui vous fait rire aussi. Oui. Bon, le 10 juillet, paraissent les révélations de Mediapart, donc sur les dîners offert par François de Rugy quand il était président de l'Assemblée. Des photos circulent sur les réseaux sociaux. Ensuite, on fantasme sur son appartement de fonction depuis qu'il est ministre de l'écologie, les travaux qu'il y aurait fait, les sèche-cheveux en or massif qu'il y aurait abrité. Enfin bref, sortent comme ça 2 ou 3 salves. Et le 16 juillet, c'est-à-dire tout de même pas longtemps, 6 jours après le début de la crise, et alors que visiblement, en tous les cas en apparence, le pouvoir exécutif avait décidé de le soutenir, le 16 juillet, François de Rugy démissionne. Alors il n'y a probablement pas d'infraction du point de vue du droit, ou si elle existe, elle est probablement mineure. Qu'est-ce que signifie pour vous cet épisode et qui gouverne la France dans ces conditions? La vérité est que les mêmes continuent de gouverner la France. Les ministres, c'est interchangeable, donc ça n'a aucune importance en réalité. C'est pas un peu Mediapart tout de même? Alors, c'est une affaire tragicomique, extravagante,
de bout en bout, en plus, étant donné la nature du protagoniste qui se mêle là-dedans, c'est un sujet de bande dessinée comique. Ah, ou de romans même. De romans. Il n'y a plus beaucoup de romanciers. L'épouse de François de Rugy est un personnage assez romanesque, je crois. Trop caricatural pour être vraiment romanesque. Mais passons. Mais derrière, dans cette affaire, il y a des choses très sérieuses qui se jouent. D'abord, le point important, c'est ce que ça renvoie comme idée de ce que les citoyens ont comme représentation du pouvoir. Ça donne la mesure de la haine, de la véritable haine du pouvoir des gouvernants, des représentants qui existent dans la population et sur laquelle il suffit d'agiter le grelot pour que ça se déclenche massivement. Donc, c'est un phénomène très sérieux. Est-ce que c'est, disons, un phénomène, un sentiment de nature comparable à celui qui s'exprime au moment de la Révolution française contre l'aristocratie? Je crois qu'il est assez différent, parce que justement, l'aristocratie, c'est des gens qui statutairement sont supérieurs à vous. Oui. Là, ce sont des représentants des citoyens. Ça change tout. Ça change tout parce que, après tout, on peut contester le système nobiliaire sans détester les nobles personnellement. Là, ce sont des traîtres à la cause qu'ils sont supposés servir. C'est infiniment plus grave en réalité. Et ça représente évidemment quelque chose d'inquiétant pour le fonctionnement de la démocratie en général. Parce que avec une telle défiance, avec une telle hostilité à l'égard de tout représentant potentiel, donc, suspect par définition, on ne voit pas très bien comment nos systèmes politiques peuvent fonctionner convenablement. Et, évidemment, en plus, on ne peut pas ne pas relever qu'il y a un effet d'écran entre la minceur objective de l'affaire, même si les homards étaient très grands, ils sont tout petits par rapport à la quantité d'autres choses qui se passe, qui mériterait beaucoup plus l'attention. Je n'en prends qu'un petit exemple. Il y a quelques jours, un entrefilet dans la presse économique ou les pages économiques des quotidiens, on apprend que la SNCF se désengage des vastes opérations de mobilité qu'elle avait engagées dans toutes les directions, et bazarde, les cars ex-Macron, le covoiturage, etc. Coût de l'opération, quelques centaines de millions d'euros. Une gabegie pure et simple. Alors là, non, personne n'enquête. C'est bon, c'est comme ça. Je pense que le décalage entre les homards de François de Rugy, si tant est qu'il y avait homards de la taille monstrueuse qui nous a été dépeinte, et la réalité de la manière dont est gérée une entreprise publique à problème, on le sait depuis longtemps, me paraît interpellé sur la manière dont nous lisons l'actualité. Enfin, c'est tout de même plus facile, évidemment, à vendre le matin aux actualités. Je ne suis pas sûr. J'en suis pas sûr. Si cette affaire était convenablement dépiotée et expliquée, il me semble que beaucoup de gens prennent le train, sont intéressés par l'état de la SNCF. C'est vrai, mais là... Et que dans un cas comme celui-là, il y a lieu de se poser beaucoup de questions. Non, mais là, comme vous l'avez noté, il y a tout de même autre chose. Il mange du homard pendant que moi je galère. Il y a tout de même une sorte, en tous les cas, de... Je ne sais pas si c'est le privilège. C'est l'image du privilège. Mais... C'est le privilège, en plus, dans le cadre de la République, qui est par nature, en principe, un régime austère. Alors là, on est dans un problème français où il y a un vrai sujet derrière. C'est le statut du pouvoir dans ce pays, qui a endossé les allures royales. L'occupe, c'est le palais. Je croyais que nous aimions ça. Mais c'est toujours été très ambivalent, et dans le moment où nous sommes, pour mille raisons, à commencer par le profond sentiment de la masse des citoyens que les pouvoirs se servent au lieu de les servir, quelque chose a changé. Alors d'abord... Je crois que l'apparence monarchique ne passe plus. Elle passait quand on avait le sentiment qu'elle était au service d'un bien commun et qu'il y avait une utilité de cet apparat, de cette pompe de cheval. Il ne sert à rien, et au contraire, il est devenu, pour les gens qui l'occupent, le moyen de privilège qui les rendent encore plus indifférents au sort de leurs concitoyens. On est dans une conjoncture très particulière. Alors, avant de vous demander s'ils ont raison de penser ça, est-ce que vous me dites, est-ce que c'est pas la preuve qu'en somme,
c'est l'impuissance des pouvoirs qui est aujourd'hui en cause et que s'ils n'étaient pas impuissants, on se foutrait un peu du fait qu'ils soient un peu olé olé sur leur mode de vie, non? Le mot impuissant n'est pas le bon, parce qu'ils ne sont pas très puissants. Ça, c'est un fait, mais le peu de puissance qu'ils ont n'est pas compris par les citoyens comme au service du bien collectif. C'est encore un autre problème. Avec peu de puissance, on pourrait néanmoins essayer de travailler dans le sens d'un intérêt général aujourd'hui introuvable. C'est ça le sujet. Et puis ici ajoute un fait très simple, mais capital, c'est le régime des assemblées dans ce pays. C'est un héritage historique. Là aussi, au nom de leur indépendance, oui, elles ont l'autocontrôle de leurs dépenses. Avec, du coup, des caisses noires, enfin, ou des exercices financiers assez troubles qui ont créé, il y a quelques années, le scandale des retraites des parlementaires, qui était exorbitant du droit commun. Mais il y a un scandale beaucoup plus flagrant que Mediapart, qui investigue tellement, devrait aller explorer. C'est tout simplement les salaires des fonctionnaires des assemblées. Ils gagnent beaucoup plus que les députés dans leur masse. C'est quand même intéressant. Par exemple, il y a un laxisme dans la gestion de ces assemblées qui est terrifiant. Et elles ne sont soumises à aucun contrôle. Je pense que tout ça, est-ce que c'est pas la séparation des pouvoirs? Mais oui, au nom de la séparation du pouvoir. Mais est-ce qu'au nom de la séparation des pouvoirs, les pouvoirs sont libres de faire ce qu'ils veulent? Non, mais est-ce que là, on parle de masse tout de même assez faible? Non, pas si nul que ça. Quand vous voyez les budgets des deux assemblées, il y a de quoi faire. C'est pas nul. Et dans le principe, c'est choquant. Je pense qu'aujourd'hui, tout ça, c'est du passé, et il faut des réformes modestes, mais pratiques, le contrôle général des finances publiques dans tous les organes. La présidence de la République a accepté le principe du contrôle de la Cour des comptes, très bien, mais je pense qu'il faut étendre ça aux chambres. Et on a laissé se créer des foyers de soupçons de corruption qui n'ont pas lieu d'être. Alors, je vais revenir justement à la question de... C'est ça la moralisation de la vie publique, c'est pas de la transparence dans l'absolu, c'est tout simplement des règles simples que tout le monde comprend et qui s'appliquent de façon mais est-ce que c'est pas intelligible pour les citoyens. Est-ce que c'est pas lié, vous parliez en quelque sorte de la verticalité monarchique que nous acceptons de moins en moins, mais est-ce que ça n'est pas lié, disons, à une forme de médiocrité de notre personnel politique, au fait que nous le ressentons comme tel? Je m'explique. Avant, il me semble que nous aimions avoir des gouvernants qui étaient meilleurs que nous, fussent-ils un peu loin de nous. De Gaulle, c'était pas le type dont on se disait, voilà, il est comme moi, ou justement, on les voulait meilleurs. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'on veut les mettre absolument à égalité, peut-être parce qu'on trouve que finalement ils ne sont pas meilleurs, je ne sais pas. Je ne suis même pas sûr que ce soit une question d'égalité. Je pense que tout simplement, en effet, là on est devant le problème des institutions. Le Parlement en France sert à quoi? Pour le citoyen de base, c'est pas clair du tout. En gros, il est convaincu que ça ne sert à rien et que 2 députés suffiraient, un pour la majorité, un pour l'opposition. Comme de toute façon, c'est toujours la majorité qui l'emporte. Mais dans votre système, il en faudra 3. Il faudra en donner 2 à la majorité. Voilà. Ce sera plus simple pour les votes. On peut mégoter. Voilà. On peut aller jusqu'à 5. Ouais. Mais dans tous les cas, on voit bien, il y a une incompréhension complète du fonctionnement institutionnel, ce qui donne d'ailleurs des propositions tout à fait démagogiques et toxiques de Macron, qui est de réduire le nombre des parlementaires, sans voir une seconde le nombre de problèmes pratiques que ça pose. Énorme. Ça va encore éloigner. Ça va aggraver le problème de l'illisibilité du fonctionnement institutionnel. Mais ça répond démagogiquement à cette demande. Les parlementaires ne servent à rien, on réduit, et il n'y a pas de limite à cette réduction. D'accord, mais je vous trouve tout de même, indulgent avec cette exigence permanente et ce soupçon permanent. Car
Effectivement, il est un peu facile de dire vous ne vous occupez pas de l'intérêt général, vous êtes des salauds. Vous savez, j'ai débattu quelques fois avec Étienne Chouard, et c'est un peu ça qu'il dit de façon répétée. C'est la perception populaire. Les gouvernants sont des salauds. Est-ce qu'il n'y a pas tout de même un peu de ressentiment? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de passion triste là-dedans? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une passion française de regarder dans l'assiette du voisin pour vérifier que surtout il n'a pas plus que soi-même? Mais bien sûr, mais bien sûr, mais justement. Je vais vous citer une maxime d'un illustre auteur, simplifiée. Les constitutions doivent être faites pour des peuples de démons. Il ne faut pas prêter aux citoyens de nobles sentiments participatifs où ils ne rêvent que d'intérêt général. Mais il faut mettre les institutions à l'abri du soupçon systématique. Et c'est vrai qu'en France, nous avons une culture du pouvoir discrétionnaire qui a donné l'affaire Benalla, où là c'est... Le rôle des sbires dans les entourages présidentiels, c'est un des classiques de la Ve République. C'est pas mal, c'est très malsain. Et ça se retrouve dans le comportement ou des ministériels ou le comportement d'une partie du personnel des assemblées. Je pense que là, il y a une marche inexorable de la revendication démocratique dans un contexte de crise où le rendement du système institutionnel aux yeux des citoyens apparaît faible, à laquelle il faut savoir répondre. Et ça, il ne s'agit pas, on ne va pas guérir les gens de leur passion triste, non. Il ne faut pas leur donner d'aliments. D'accord, mais c'est aussi un contexte créé par les réseaux sociaux et le fait qu'on vit dans un monde où chacun se croit quand même, tout de même de plus en plus autorisé à espionner son voisin. Donc, si vous voulez, est-ce qu'il n'y a pas dans cette revendication de transparence quelque chose d'effrayant qui va finir par abattre toute barrière entre la vie publique et la vie privée? Non, vous pouvez être tranquille. Je ne le suis pas. Là-dessus, par définition, la transparence, ce n'est qu'un mot. Parce que vous avez un tout petit bout de visibilité, mais l'essentiel vous reste opaque. En tout état de cause. On ne va pas vers ce monde panoptique où tout serait sous le regard de tout le monde. Mais heureusement. C'est le contraire. Heureusement, mais. C'est le contraire. Prenez un simple exemple. Oui. La masse d'informations potentielles dont nous disposons tous est tellement minime par rapport à la réalité de ce que nous pourrions connaître si nous faisions l'effort, le travail, l'exploration, que c'est complètement un fantasme, la transparence. Ce qui est le vrai objet, c'est de déminer tout ce qui fait obstacle à l'intelligence que les citoyens ont du fonctionnement des institutions. Ça, c'est un vrai sujet. Il faut que des institutions soient compréhensibles. Or, nous vivons sur des acquis qui viennent de très loin, parfois, qui ne sont plus intelligibles. Pourquoi prenons un très simple exemple. Le mot palais. Le mot palais, ce n'est pas un mot républicain. C'est un mot incompréhensible. Qu'est-ce qu'il veut dire il veut dire que nous venons de quelque part. Oui, mais ce quelque part, comme vous le savez bien, n'est plus compris. Et donc, il faut savoir mesurer l'ajustement des temps. Vous voulez qu'on se scandinavise en quelque sorte? Non, je ne le pense pas. Je pense parce que précisément, chez les Scandinaves, ça correspond à une dynamique historique qui vient de loin. Et d'ailleurs, ils ont une famille royale, ne l'oublions quand même pas, oui. En général. C'est vrai. Donc, ils ont des palais, mais c'est le roi qui est dedans, et pas les députés. C'est très différent. Mais je crois qu'il y a une évolution des démocraties, une demande de compréhension du fonctionnement institutionnel qu'il faut savoir satisfaire. Donc il faut que nos élus habitent dans des apparts aussi moyens que les nôtres et mangent des raviolis en boîte. Mais non. Mais allez voir le bureau d'un député de province qui n'a pas les moyens, même avec son salaire de petit cadre, de se payer l'hôtel ou un logement à Paris, et qui habite un bureau studio, qui est une chambre de résidence universitaire à peine améliorée. Il y en a de plus luxueuses de résidences universitaires.
Il s'agit justement, ça aussi on peut le montrer. Donc on est d'ores et déjà en fait dans cette réalité prosaïque, mais on peut la généraliser. Et on peut surtout, comment dire, la rendre intelligible. Et c'est ça qui ne va pas. Non mais je comprends, mais tout de même, si vous voulez, alors vous allez me dire, oui, vous allez me dire un peuple de démons. Quand on interroge les Français, quand les sondeurs les interrogent, donc la première qualité qu'ils demandent, c'est toujours l'honnêteté. La première qualité qu'ils demandent à leurs élus. Personnellement, moi j'aurais choisi l'efficacité, mais bon, je le comprends. Mais est-ce que les nôtres sont moins honnêtes globalement que ceux d'à côté? Mais pas du tout. Ils sont plutôt dans les plus honnêtes, à mon sens, d'après ce que je peux entrevoir du fonctionnement des systèmes politiques européens d'à côté ou d'un peu plus loin. N'en parlons même pas de cela. Ils sont donc très honorablement désintéressés. Mais premièrement, il y a une antinomie dans le principe même de la représentation. Un représentant élu veut être réélu, très généralement. Il y a une contradiction constitutive entre son mandat de servir, c'est l'intérêt général du pays, et l'intérêt personnel normal, inévitable qu'il a de se faire réélire. Ou alors il faut décréter que les gens font un seul mandat. C'est un changement. Oui, ce qui est possible aussi, mais prenons l'exemple de... Nous sommes à Levallois-Perret, cher Marcel. Oui, la ville dont le prince est un truand. Nous, on est déjà le pays dont la princesse est une enfant, donc très bien. Vous voyez bien qu'à Levallois-Perret, quels que soient les soupçons, puisqu'il n'a pas le jugement étant délibéré, mais quels que soient les soupçons qui pèsent sur Patrick Balkany, il est réélu. Donc, et bien entendu, parce que, vous savez, un célèbre gouverneur de l'État de Sao Paulo, qui a été renversé par les militaires dans les années 60, avait des affiches électorales sensationnelles dont le slogan était tout simplement « João vole, mais réalise ». Et avec ça, il était triomphalement porté par le scrutin populaire. Il volait, mais il réalisait. C'est-à-dire que quand on répond aux sondeurs, on leur dit « Ah oui, moi je veux des gens honnêtes », et quand on vote, des fois, on fait des accommodements. Ben, bien entendu. Nous sommes dans une situation, et spécialement en France, de choc en retour de la crise économique de 2008 et de problèmes qui viennent de bien plus loin, désindustrialisation, les séquelles de l'européisation, etc. Donc le rendement du système politique est jugé faible ou négatif par une grande partie de la population qui a le sentiment qu'il joue contre ses intérêts. Faut-il s'étonner que dans cette ambiance, il y ait une atmosphère de suspicion à l'égard des représentants? Ce qui, moi, me frappe, c'est que les représentants n'en prennent pas suffisamment à compte. Écoutez, quand on voit les efforts qu'ils font pour complaire à l'opinion tout le temps... Complaire à l'opinion, ouais. mais c'est pas de complaire à l'opinion dont il s'agit. Ouais. C'est d'adopter les mesures préventives qui peuvent passer totalement inaperçues de l'opinion, mais qui vont permettre d'éviter le genre de flambée irrationnelle du style de celle auquel on a périodiquement Est-ce qu'on peut gouverner sous l'œil permanent des médias? Est-ce que le pouvoir n'a pas besoin de secret? De toute façon, l'œil des médias, il est là. Et vous ne l'enlèverez pas. Et l'œil des médias va aller vers le sensationnel beaucoup plus que vers le structurel. Non, oui. Bon, c'est comme ça. Et je ne vois pas très bien comment on peut faire autrement. Donc, il faut en tenir compte. D'accord, oui. Il faut intégrer la contrainte et l'intégrer intelligemment. C'est-à-dire non pas faire des protestations de vertu le matin, le midi et le soir, mais prendre les mesures très, très simples, à mon avis, qui limitent la possibilité de phénomènes de ce genre. Que ce soit dans son comportement personnel, et il faut le dire, la très grande majorité des élus, ils en tiennent parfaitement compte. Ils sont très malins de ce point de vue. Ils font très attention. Ils ne disent pas, ils ne font pas n'importe quoi. Mais au-delà de ça, il y a un de ces jours,
c'est évident. Il y a une autre institution qui n'est pas la présidence de l'Assemblée nationale, mais la questure de l'Assemblée nationale, qui est une espèce de satrapie bien connue. De satrapie? Oui, oui, satrapie, qui va finir, où il va y arriver, on va arriver. Dire quoi, Mediapart doit déjà avoir une caméra braquée là-dessus. Qui doit, mais quoi, il mange des homards toute la journée? Mais non, mais c'est l'endroit de l'Assemblée où se distribuent prébende, voyage, réception. Il y a toute une activité mondaine, si je puis dire, dont c'est le lieu, et dont évidemment les députés eux-mêmes en font les gorges chaudes, souvent à propos du comportement de tel ou tel de leurs collègues. Ça finira par arriver dans la presse. Pourquoi on laisse subsister des choses de ce genre? C'est des anomalies historiques. Il faut actualiser le fonctionnement des institutions. Et il ne s'agit pas justement de céder à l'impératif moralisateur, il faut prendre les devants. Tout ça, c'est une question de règles, très simple. Oui, enfin moi je suis quand même justement un peu soufflé par cet appétit, cette soif de morale et de pureté, et je sais que c'est pas une soif de pureté. Alors, oui, là, je reviens sur la question médiatique pour conclure sur ce sujet. Chez Edoui Plenel, oui, le journalisme doit servir à faire avancer le bien. Non, je ne pense même pas qu'il s'agit de ça. C'est tout simplement la thèse classique que les gouvernements bourgeois sont corrompus par nature et que la mission de la pensée révolutionnaire et du journalisme qui est au service de cette cause est de dénoncer les turpitudes bourgeoises. On est dans un vieux schéma parfaitement classique et rien de plus. Je ne pense pas qu'il y ait un moralisme particulier chez Edoui Plenel. Je pense qu'il y a une idée politique très précise et parfaitement classique en réalité, qui adopte des moyens modernes. Est-ce qu'on peut tirer un fil alors de Robespierre, qui après tout avait aussi cette vision des pouvoirs qui va allant de Robespierre à Plenel? Oui, bien entendu. Il y a un courant vertuiste très fort dans le républicanisme français, même modéré. Il n'y a pas que les radicaux. Cette dimension moralisatrice fait partie d'une sorte d'idéal républicain à la française, impersonnalité des institutions, donc on déteste les grands hommes, et Robespierre lui-même finit par être victime de sa notoriété, et on déteste les moyens extraordinaires du pouvoir. Oui, il y a un vertuisme français, ça fait partie de la culture républicaine, c'est une de ses franges. Mais justement, on sait qu'il est là. Ne soyons pas naïfs à l'égard de ces phénomènes. Vous voulez dire qu'il ne faut pas les combattre, il faut s'y adapter en quelque sorte. Il faut les déjouer. Il ne faut pas leur donner prise. D'accord. Et donc, finalement, vous seriez assez d'accord avec Michel Schneider quand, dans Le Point, je ne sais pas si vous avez lu sa chronique dans Le Point, il défendait Mediapart en disant « Arrêtons de dire que la transparence, c'est la mise au pilori. Les comportements de Régis sont très choquants. » il est normal, en somme, il est normal qu'il en subisse les conséquences. Il est inévitable qu'il en subisse les conséquences, et il est très bien que Mediapart existe, en dépit de tout ce qu'on peut lui reprocher. Moi, ce que je reproche à Mediapart, c'est pas ses affaires, parce que demain, il peut effectivement sortir une affaire vraiment importante. Donc, l'existence de ce type de presse est importante. Ce qui me gêne sont deux choses. Un, le fait que l'accessoire masque l'essentiel. Ça définit des agendas médiatiques absurdes où les choses les plus importantes sont escamotées par des choses finalement souvent secondaires. Parce que se faire un ministre, c'est quand même... Voilà. Bon. C'est l'anti-pouvoir. L'anti-pouvoir. C'est ainsi que vous qualifiez les médias il y a déjà quelques années. Donc c'est l'idéal du moi des médias. Voilà. Bon. Et deuxièmement, il y a un problème plus embêtant, c'est que, encore plus embêtant, c'est qu'on sait tout sur ces affaires, sauf le principal, c'est qui les sort réellement. Qui a lancé l'affaire Fillon? On ne le sait pas. Qui est derrière la publication des photos des homards de M. Drugy? On ne le sait pas. Et au nom de la protection des sources journalistiques, on fait l'opacité sur l'origine de ces informations. Et là, on passe du journalisme d'investigation au journalisme de manipulation.
Parce que ce pas des courageux investigateurs grimpés dans les arbres du quai qui ont photographié les homards de M. Drugy, c'est des insiders qui balancent, comme on dit. Oui. Hein, c'est la théorie du lanceur d'alerte, en quelque sorte. Oui, c'est le drôle de lanceur d'alerte dans le cas, mais bon. Oui, qui balance, vous avez raison. Ils balancent. Oui. Mais ils ont des intentions, ces gens. Moi, j'avoue que je suis très étonné que nous n'ayons pas eu, depuis l'affaire Fillon, une enquête, une investigation approfondie sur l'origine des révélations qui ont finalement mis à mal la candidature de François Fillon. Ouais. Parce que ça, c'est une vraie information politique. Vous avez raison, mais l'enquête n'est pas facile à mener. Je n'ai aucun... Je vous dis que ça, c'est une information, si vous voulez, assez bien gardée, parce que tous ceux qui la possèdent aujourd'hui ont intérêt à la garder. Bien évidemment, donc, mais c'est d'autant plus, serait-on, désireux de la connaître. Et l'effet de cette prétendue investigation, en réalité, dans l'esprit des populations, vous en avez le témoignage tous les jours, c'est l'aggravation de la culture du soupçon. Parce que l'impression est qu'on a gratté la surface, mais que derrière, il y a bien plus important. Comme en fait, cette prétendue transparence produit surtout de l'opacité sur ses sources, le complotisme trouve un terrain extraordinairement fertile dans ces affaires. Accessoirement, il y a tout de même un problème de présomption d'innocence. En plus, mais ça va au-delà. C'est-à-dire qu'on crée une culture du sentiment général de défiance et dont on sait qu'en réalité, il se retourne tout de suite en croyance parfaitement absurde. Donc, vous nous dites que c'est très bien que Mediapart existe, mais vous lui faites tout de même de solides reproches quant aux conséquences de ces méthodes. Oui, bien, c'est pas exclusif. D'accord. Alors là, maintenant, très vite, passons à la qualification puis à la victoire de l'Algérie dans la Coupe d'Afrique des Nations de football, qui a été brillamment célébrée en France, d'ailleurs, comme si le match avait eu lieu en France, d'ailleurs, presque, et à la grande satisfaction des médias qui ont tous appelé la France à se réjouir de cette victoire qui, semble-t-il, doit être un peu considérée comme la nôtre. Alors, oublions les arrestations, les dégradations qui sont... dans le fond, inhérente à tout rassemblement de supporters, me semble-t-il. Ceux-là sont spéciaux. D'accord. Bon. Mais on a vu aussi une floraison de drapeaux algériens et de Nique la France sur les réseaux sociaux. Alors Malika Sorel, que vous avez souvent publié dans le débat, a publié un texte dans le Figaro et elle dit qu'en somme, ça révèle une faillite ou un désastre, je ne sais plus quel est son terme, de l'intégration. Puis on voit des gens, elle dit, brandir le drapeau sous le nez de l'ancien pays colonial. C'est l'expression d'une revanche sur l'histoire, écrit-elle. Quel est votre sentiment par rapport à ces événements ? Je crois que Malika Sorel a raison et qu'on touche là à un phénomène très profond, qui va bien au-delà de l'Algérie d'ailleurs, du cas algérien qui est spécial, étant donné ce qu'a été la affreuse guerre d'Algérie, mais qui touche à quelque chose de très profond. C'est les Algériens sont fiers d'un exploit sportif de l'Algérie, parfaitement bien, mais ces Algériens sont en France, ils sont mieux en France qu'ils ne seraient en Algérie, et en réalité, ils n'ont pas de quoi être fiers de ce qu'est devenu l'Algérie indépendante. On est dans un nœud de ressentiment compliqué qui me paraît quelque chose de très difficile à assimiler, et pour la société d'accueil, et pour les gens eux-mêmes, qui sont dans ce sentiment ils ne sont de nulle part, finalement. Ils sont fiers d'un pays qu'ils n'habitent pas. Oui. Ceux qui l'habitent ont des sentiments très différents. Vous disiez que ça allait au-delà du cas algérien. Oui, parce que en plus, derrière, dans le Nique la France, il y a eu l'idée, dont son propre comportement témoigne, on est en France, et mieux en France qu'en Algérie, c'est le non-dit. Il y a l'idée que si l'Algérie est dans l'état pitoyable où l'a mise l'indépendance, c'est de la faute des Français. C'est de la faute de la colonisation. Et là, le phénomène beaucoup plus général, c'est l'incapacité de sociétés en difficulté ex-colonisées à assumer leur propre faillite, leur propre défaillance, leur propre incapacité politique à faire face aux défis difficiles qui sont devant. Et cette incapacité se transmet en quelque sorte à l'immigration ici, c'est-à-dire à leur famille, à leurs parents, à leurs et il est clair que c'est un handicap considérable
à la paix civile par l'intégration qu'on ne peut que souhaiter. Mais ça touche à tout le rapport aujourd'hui entre l'Occident, pour faire vite, et le reste du monde, où les difficultés de ce reste du monde, qui a été sous la domination occidentale, en tout cas pour une grande partie, sont impossibles à assumer par les gens qui auraient besoin de les dépasser. Parce qu'il y a ce ressentiment à l'égard de l'ex-puissance dominatrice qui prend des formes délirantes dans les courants décoloniaux, post-coloniaux, etc. Mais c'est un discours... Délirante, mais pas non plus sans influence, par exemple, à l'université. On en a déjà parlé. Hein. Donc, bien entendu. Vous dites, pardon. Mais oui, donc ça a aussi un effet... Parce que cette culpabilisation de l'Occident, les Occidentaux, pour une partie d'entre eux, peuvent très bien l'endosser. Donc nous sommes les criminels de l'histoire. Et du coup, à la limite, on s'en moque. On n'est pas obligé d'adhérer, on peut combattre et critiquer ces idées. Moi, ce qui me paraît le plus grave, c'est le rôle extrêmement toxique qu'elles jouent dans les sociétés ex- ou post-coloniales. Parce qu'elles sont une incitation à l'irresponsabilité et à l'incivisme. Et là, ça n'arrange pas nos affaires ni les leurs. Non, mais je comprends bien que ça vous inquiète pour ces pays, très bien, mais c'est aussi inquiétant pour ce qui se passe chez nous. Parce que, bien sûr. Nous voyons aujourd'hui des jeunes Français qui se sentent moins français que la génération d'avant, souvent. Et qui ont un rapport à la France plus compliqué, plus tordu, Tordu surtout, parce que par ailleurs... nous n'assistons pas à un mouvement massif de départ pour l'Algérie, chez les jeunes d'origine algérienne, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc à la fois, ils sont français, et ils adhèrent profondément en fait à la France, sans pouvoir en avoir une image positive. C'est la pire des situations qui soit. Bon, et on sort de là comment ? On n'en sort pas. on fait avec. Comme avec beaucoup de nos problèmes d'aujourd'hui. Bon, je vous laisse une dernière chance, Marcel Gauchet, de dire quelque chose d'optimiste et d'encourageant. Je ne sais pas si vous allez la saisir, mais pour conclure cette émission... Je sens que vous êtes dans le doute. Oui, je suis dubitative, mais quand même. Pour conclure cette émission, je voulais que vous nous parliez de Macron 2, qui paraît-il, maintenant le président va nous parler gentiment. Il va dialoguer avant de... faire voter des lois, donc la loi sur les retraites, bien entendu, attendra que les municipales soient passées, mais pas seulement. Elle attendra aussi qu'on soit d'accord, apparemment. Donc, est-ce qu'il y a vraiment un nouveau Macron ? Parce qu'en réalité, il y a peut-être un vrai changement de cap par ailleurs. Les membres du gouvernement ont reçu leur lettre de cadrage pour le budget, donc qui augmente de 0,5%. Alors, est-ce qu'il est en train de s'affranchir de la contrainte européenne ? Donc, est-ce qu'il va y avoir un nouveau Macron ou est-ce qu'il va se chiraciser ? C'est-à-dire... Il était normal, et il eût été grave autrement, de constater qu'il a été resté sourd au message qui lui a quand même été fortement envoyé par la crise des Gilets jaunes. Il aurait été invraisemblable que Macron n'en tienne aucun compte. Oui. Donc, il a été pris dans une sorte de piège. On peut le lui accorder au départ. C'est un homme sans aucune qualification politique antérieure. Oui. Et vis-à-vis duquel, du coup, le doute pouvait exister sur ses capacités à incarner le secteur régalien de l'activité du pouvoir. Donc il en a surajouté dans la verticalité, le grand style, les grands airs et le « c'est moi qui commande », qui est une chose très difficile à gérer en réalité. Et il n'est pas bon dans l'exercice. Parce qu'on ne peut pas être olympien et sortir des âneries à tout bout de champ de façon spontanée au premier quidam qui se présente. Ça ne va pas ensemble. Il n'est pas fait pour le rôle. Je pense qu'il a raisonnablement, il a montré d'ailleurs dans la gestion de la sortie de la crise des Gilets jaunes qu'il a un talent politique certain, du point de vue tactique. Il sait très bien dépatouiller d'une situation pas facile à gérer. Et probablement est-il aujourd'hui dans un style politique très différent dont le principal axe est de gagner du temps. Il faut quand même voir les choses comme elles sont.
Donc il y a un programme lancé, on ne va pas se presser de l'appliquer, parce que pourquoi? Parce que 2022. D'accord. Donc on gagne du temps, il a su gagner du temps avec le grand débat, on gagne du temps avec le système, je fais les annonces, le gouvernement les met en musique. Là, on va tenir jusqu'aux municipales, et après les municipales, on est dans la ligne droite de la campagne présidentielle. D'accord. Il est surtout dans une stratégie de gagner du temps en se faisant relativement discret et en n'en rajoutant pas sur l'exigence européenne, d'autant que sa grande ambition européenne, c'est dégonfler. Oui, ça, Elle est dans les choux, et ce n'est pas la peine de jouer sur cette carte. Il pensait qu'en faisant le dur budgétaire, il rallierait les suffrages de Mme Merkel. Il a compris que elle lui a peut-être dit d'ailleurs avant, mais que c'était une promesse qui n'engageait que lui. oui, absolument. Donc, pourquoi en rajouterait-il aujourd'hui? D'accord. Il est dans l'horizon 2022. Donc, et il a un scénario. Je pense que toute comparaison avec Chirac ou autre est inopérante, parce qu'il a une trajectoire à lui, et un calendrier à lui. D'accord. Et est-ce qu'il va prendre, selon vous, une sorte de tournant de gauche? Est-ce qu'il va un tournant un peu social, disons? Est-ce que, comme on l'y appelle, il va lâcher du lest sur ce terrain-là? Il va, dans tous les cas, certainement continuer le travail de sape qu'il a commencé vis-à-vis du système politique. Si on raisonne en termes politiques, bon, il a commencé par atomiser la gauche, oui, mais pas suffisamment. Maintenant, il a atomisé la droite. Oui. Il faut qu'il récupère la partie de la gauche qui s'est éloignée de lui. Donc il va essayer de constituer un bloc central avec un centre-gauche. C'est certainement, c'est de bonne politique. Oui. On ne peut pas le lui reprocher. Les municipales vont être une échéance très importante pour lui, pour simplement rallier un électorat notabiliaire de base qui lui fait défaut. Oui, mais alors justement, c'est ça leur problème, c'est l'absence d'ancrage, l'absence de réseau, l'absence de personnel autour de lui. Il n'a même pas de rival. Tant mieux pour lui. Il n'avait pas besoin d'en susciter. Oui. Là, on entre en plus dans un immense problème qui va devenir, à mon sens, la grande question démocratique des années qui viennent, c'est la pénurie de candidats. Oui. Je ne parle pas de la pénurie numérique. Il y en aura toujours beaucoup trop. Oui, il y aura même de plus en plus de listes, de plus en plus... Oui. Bon. Mais de candidats plausibles, de candidats pour lesquels on a envie de voter. Oui. Donc, c'est déjà une sorte de miracle, Macron, parce que par sa génération. Dans sa génération, on ne voit pas beaucoup poindre de talents qui seraient susceptibles d'émerger pour le concurrencer. C'est encore de plus vieux qui continuent de faire de la figuration. Oui, mais justement, vous nous avez annoncé l'élection future d'un président en culotte courte. Donc finalement, votre dernière réponse était relativement encourageante pour Emmanuel Macron, en tout cas. C'est une analyse. Non, mais de fait, ça nous dit aussi un peu le désert politique que nous avons créé. Et l'absence même de vocation, d'ailleurs. Il me semble qu'il y a une époque où les meilleurs d'une génération voulaient faire de la politique. Oui, je ne suis pas sûr que ce sera le cas demain. Non, ça n'est déjà plus le cas. Et la question qu'il faut se poser, je crois, très sérieusement, c'est qu'est-ce qui est dissuasif dans le métier politique aujourd'hui, au point d'en détourner des gens qui auraient tout à fait normalement et les qualités qu'on souhaite et les compétences pour l'exercer. Ça, je pense que c'est une grande question. Et qu'est-ce qu'il est, c'est un faisceau très compliqué de contraintes. C'est un métier... Notamment juridique, enfin, notamment la menace judiciaire permanente. Oui, non le maire de village, à la base, est déjà en pointe de désertion généralisée pour ce motif. Oui. Mais c'est la vie, une vie totalement sous le... Alors, il y a les médias. Les médias, sous l'œil des médias. Une vie qui consiste à se faire assassiner verbalement du matin jusqu'au soir, d'une manière ou d'une autre, à commencer par ses propres amis. Oui.
Et Pour être mal payé. pour gagner beaucoup moins d'argent que le privé ne Oui. peut en offrir, Oui. ça c'est évident. Donc, quand et pour une rémunération symbolique très modeste. Oui, de plus en plus. Churchill avait eu une bonne formule en disant si vous voulez de la reconnaissance, achetez un chien. Mais même les chiens ne sont plus reconnaissants envers les hommes politiques. Mais bon, alors ça c'est vraiment trop triste, mais nous allons pourtant nous arrêter là sur ce constat, cher Marcel. Merci beaucoup pour cette dernière émission de la saison et nous vous retrouverons, je l'espère, en septembre dans l'esprit de l'escalier. Merci à vous.